Bienvenue au cours d'aujourd'hui. Nous sommes déjà rendus au module 8. Vous vous souvenez sûrement de notre paradigme de modélisation expliqué dans les premiers modules. Il y avait 3 composants principaux dans la modélisation en intelligence artificielle. Cela comprenait le pré-traitement et la préparation des données, les outils de modélisation et le post-traitement ou l'analyse des données. Dans les différents outils de modélisation, nous avons d'abord discuté des classificateurs, qui incluent des méthodes DT, SVM, M5 et Mars, entre autres. Lors du dernier module, nous avons discuté de l'application des modèles Mars, ainsi que les polynômes pondérés localement et la régression polynomiale évolutive. Aujourd'hui, nous allons aborder les perceptrons multicouches, aussi connus sous le nom de réseaux de neurones artificiels, ainsi que le machine d'apprentissage extrême. Les réseaux de neurones artificiels sont utilisés comme classificateurs et comme outils de modélisation de données statistiques non linéaires. Ils ont été créés en se basant sur le fonctionnement du cerveau humain, d'où le nom de réseau de neurones artificiels. Le réseau neuronal tente de modéliser les relations entre les variables d'entrée et de sortie des données en identifiant des modèles entre eux. Si on regarde un cerveau humain, les neurones sont formés en couches et la sortie d'une couche sert d'entrée à la couche suivante. Cette fonction simule l'activité électrique du cerveau où les éléments de traitement sont connectés à d'autres éléments par des signaux électriques. Les réseaux de neurones ont une grande variété d'applications. On retrouve cette technique dans beaucoup de recherches et publications. Elle est bien considérée et acceptée en modélisation d'intelligence artificielle pour son adaptabilité et sa facilité de généralisation. Elle est également robuste et facile à utiliser. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'expérience préalable pour la mettre en pratique. En outre, on retrouve beaucoup les réseaux dans les recherches en prévision environnementale. Voici une petite vidéo d'introduction au réseau de neurones. Prenez quelques minutes pour la regarder. Elle vous aidera à visualiser le fonctionnement de la méthode. Vous avez ici une liste de vidéos vous permettant d'obtenir plus d'informations sur les réseaux de neurones. N'hésitez pas à les regarder selon vos besoins. Le réseau neuronal est le modèle d'intelligence artificielle le plus fondamental disponible. Cette diapositive montre le fonctionnement de l'algorithme général et la structure que le programme suit. En premier, nous avons notre couche d'entrée. Elle se compose de nos données d'entrée et aboutit à une couche de sortie. Cette couche de sortie est la résultante de ce que nous espérons modéliser et prédire. La connexion de ces deux couches comprend un certain nombre de couches cachées. Vous pouvez voir ici que chaque entrée est connectée à tous les neurones de la couche cachée. Par la suite, tous les neurones de la première couche cachée se connectent à tous les neurones des couches cachées suivantes. C'est une réaction en cascade. Notez bien que les informations passeront de manière unidirectionnelle à travers la structure neuronale de l'entrée vers la sortie. Il n'y a pas de connexion latérale entre les neurones dans une seule couche cachée. Un perceptron est défini comme une seule couche de neurones. Par conséquent, lorsqu'on parle de réseau de neurones artificiels, on parle des perceptrons multicouches car ils sont constitués de plusieurs réseaux de neurones. Les entrées sont considérées au niveau de chaque neurone avec une fonction de poids. Si on considère une seule couche cachée, il est possible de former et de développer rapidement un modèle. Cependant, dans ce cas, son application sera limitée et on ne pourra traiter que des problèmes séparables linéairement. L'avantage est que cela réduit la complexité des modèles.
En général, un ANN, réseau de neurones, avec une couche cachée, peut être bon pour les données linéaires car il réduit notre effort de calcul et nous permettra d'obtenir un bon résultat rapidement. Les réseaux de neurones utilisent deux mécanismes, la rétroaction des informations et la rétropropagation des erreurs. Dans le sens le plus général du terme, l'algorithme d'anticipation est utilisé afin de prédire la sortie pour un ensemble donné de conditions d'entrée. La rétropropagation est utilisée afin de minimiser les erreurs entre la sortie prévue et la sortie réelle. La rétropropagation tentera d'optimiser les valeurs des poids de connexion d'entrée de sorte que la valeur des erreurs résiduelles soit réduite. La rétropropagation nous donne la possibilité de réduire l'erreur du modèle et a une convergence plus rapide que certaines autres approches d'optimisation. Considérons l'exemple où nous avons n entrées et un neurone unique dans une couche cachée, indiquée par la forme ovale en vert. Chaque entrée est donc connectée au neurone dans la couche cachée. Une fonction de poids sera associée à chaque entrée. Le neurone, les neurones les utiliseront pour pondérer chaque entrée. Il peut par exemple décider de prendre un poids de 50% ou de 0,5 pour l'entrée 1, 20% ou 0,2 pour l'entrée 2, et ainsi de suite. Ces nombres sont d'abord initialisés de manière aléatoire pour commencer le modèle et sont ensuite optimisés au fur et à mesure de la formation du réseau. L'objectif principal de la formation du modèle est d'affiner les valeurs de ces poids pour développer un modèle optimal. Voici ce qui se passe au niveau du neurone de la couche cachée. Les entrées sont multipliées par leur poids correspondant, représentés ici par les valeurs de W1 à Wn. Ces produits sont ensuite additionnés aux nœuds, qui sont ici désignés par le symbole sigma. La fonction d'activation est la résultante au niveau du neurone. Il s'agit de la somme de toutes les valeurs d'entrée multipliées par leur poids de connexion correspondant. L'activation d'un neurone est ensuite déterminée en appliquant une fonction de transfert au résultat d'activation. Voyons un exemple de fonction de transfert. Donc, l'activation, appelée A, est la somme des entrées multipliées par leur poids de connexion correspondant. En appliquant la fonction de transfert, nous déterminons si le neurone mérite d'être activé ou pas. Par exemple, si la valeur de l'activation est supérieure à une certaine valeur θ, alors la fonction de transfert est 1. Le neurone va donc être activé et continuer son chemin. Si la valeur d'activation est inférieure à θ, alors la valeur de la fonction de transfert est 0 et le neurone n'est pas actif. Il ne se déclenchera pas et la valeur de l'activation n'est pas transmise à la suite du processus. La valeur d'activation d'un neurone peut prendre n'importe quelle valeur, allant de l'infini positif à l'infini négatif. L'activation est déterminée en considérant la somme des entrées multipliées par leur poids de connexion correspondant. Le neurone ne sait pas quelle est la plage attendue de l'activation avant son calcul, car il est développé sans connaissance préalable de l'ensemble de données ou de la population. La valeur de l'activation est ensuite transmise à une fonction de transfert qui détermine si cette valeur au niveau du neurone
permet son activation ou pas. La fonction d'activation détermine s'il faut considérer le résultat de ce neurone dans les couches suivantes du réseau. L'activation calculée au niveau du neurone est transmise à la fonction de transfert qui va cartographier la valeur entre 0 et 1 et elle déterminera ensuite si celle-ci est au-dessus de la valeur de seuil et s'il faut la transmettre ou pas. Il existe de nombreux types de fonctions de transfert. Celles-ci peuvent être de nature linéaire ou non linéaire. Voici quelques types de fonctions de transfert. On a la fonction de seuil, la fonction linéaire par morceau et la fonction sigmoïde. La fonction sigmoïde est l'une des fonctions de transfert les plus populaires en raison de sa non-linéarité et du fait qu'elle cartographie l'activation entre une valeur de 0 à 1. Cela est particulièrement utile lorsqu'on considère la probabilité d'un événement dans la modélisation, car la probabilité est décrite par une valeur comprise entre 0 et 1. La forme générale de la fonction sigmoïde est représentée en forme de S. En plus de cela, la fonction sigmoïde est différenciable et monotone. Différenciable car il est possible de trouver la pente de la courbe entre deux points, et monotone car elle préserve l'ordre de la fonction. Voici une diapositive qui résume les fonctions de transfert utilisées ainsi que leur équation et dérivée correspondantes. La sigmoïde est généralement la fonction de transfert ou d'activation la meilleure ou la plus applicable pour nos modélisations. Néanmoins, une revue de littérature peut suggérer une autre fonction selon le type particulier de votre jeu donné. Votre jugement, ainsi que l'essai et erreur, peut également vous aider dans ce choix. Pour développer des ANN, il y a plusieurs points à prendre en considération. Nous allons commencer par parler de l'architecture de l'ANN et du processus itératif utilisé pour développer le modèle. Nous discuterons ensuite de l'impact des fonctions de formation et des fonctions de performance. La composante principale dans la structure d'un ANN est les couches cachées. Ce sont les neurones situés entre l'entrée et la sortie du modèle. Ils sont utilisés pour connecter l'entrée à la sortie. Le fait d'avoir de nombreuses couches cachées permet au modèle d'apprendre et de s'adapter efficacement au modèle et aux relations non linéaires dans les données. Afin de former et de développer notre modèle, les poids des connexions entre les entrées et les couches cachées, ainsi qu'entre les différentes couches cachées, sont optimisés grâce à la rétropropagation. L'algorithme de rétropropagation utilise les erreurs en sortie et les propage à travers la structure du réseau neuronal pour ajuster les valeurs des poids à chaque neurone. Cela signifie que, théoriquement, tout ensemble de données pourra être classifié efficacement, mais cela peut également signifier que l'apprentissage du modèle peut être très lent si de nombreuses étapes de propagation arrière sont nécessaires. Afin de pouvoir modéliser efficacement des ensembles de données non linéaires et complexes, nous avons besoin de nombreuses couches cachées. Comme dit précédemment, en n'ayant qu'une seule couche cachée, nous créons un modèle qui ne peut gérer que des relations linéaires et qui est donc très limité dans son application. Afin de développer un modèle optimal, nous devons déterminer un moyen d'adapter les poids de connexion à travers le réseau.
Nous devons donc être capables d'ajuster tous les poids simultanément et pas seulement les poids d'une couche donnée ou de la dernière couche avant le nœud de sortie. L'erreur va se propager à travers le réseau car la valeur va être transmise à un certain nombre de couches cachées et va être utilisée pour déterminer les valeurs d'activation suivantes. Bien que nous ne puissions pas prédire quelle est l'erreur réelle au niveau de chaque couche cachée, nous pouvons calculer le gradient du changement d'erreur au fur et à mesure de la propagation. Le programme ajustera les poids des connexions neuronales en utilisant la descente de gradient pendant la phase de rétropropagation. On peut dès lors se demander de combien de couches cachées nous avons besoin dans notre modèle. Bien que, d'une manière générale, il puisse y avoir n'importe quel nombre de couches cachées, il existe certaines directives pour nous aider à choisir. Le nombre de couches masquées peut être déterminé en fonction d'essais et d'erreurs, en raison de la nature de notre ensemble de données réelles. Au fur et à mesure que nous augmentons le nombre de couches cachées de cette manière, nous augmentons la complexité du modèle et nous pouvons donc le suradapter aux données d'entraînement. La complexité requise de notre modèle dépend de la nature de nos données. En général, un seul calque caché n'est utile que pour des données linéaires séparables, tandis que pour les données non linéaires, nous devons considérer un nombre croissant de calques cachés. Si nous augmentons continuellement le nombre de couches cachées, nous pouvons entraîner le modèle pour qu'il n'y ait aucune erreur dans la phase d'apprentissage. Cependant, comme pour les autres méthodes d'intelligence artificielle, cela crée un modèle complexe, faiblement généralisable et qui ne convient pas pour une application à certains nouveaux cas. Généralement, le surajustement se traduira par une augmentation excessive du nombre de couches cachées. Il s'agit de faire un compromis. Nous voulons un modèle suffisamment complexe pour représenter au mieux nos données, mais pas trop complexe pour qu'il ne soit pas surajusté. Il convient de mentionner que lorsque nous développons le modèle, celui-ci n'est pas capable de séparer les effets de l'erreur d'échantillonnage de nos données. Il y a un certain niveau d'erreur d'échantillonnage qui est inhérent à nos données et à nos mesures. Mais le modèle ANN s'adaptera aux neurones pour pouvoir les décrire. Et bien sûr, ce n'est pas ce qu'on recherche. Voici une bonne vidéo pour introduire la validation croisée. Veuillez prendre 1 minute pour la regarder. Chaque fois que nous développons des modèles, nous souhaitons avoir une bonne généralisation. De cette manière, nous pourrons utiliser ce modèle pour d'autres problèmes et applications. Afin de vérifier la généralisation du modèle, nous pouvons le valider sur plusieurs ensembles d'entrées d'apprentissage pour nous assurer qu'il n'est pas sensible à des points de données d'apprentissage en particulier. La validation croisée est un outil assez simple, mais pratique et important qui devrait toujours être utilisé pour valider la généralisation d'un modèle. Nous voulons nous assurer que le modèle sera fiable pour prédire les futurs cas, dits invisibles, et qu'il ne sera pas sensible aux données avec lesquelles il a été développé. La validation croisée doit être utilisée pour tous les algorithmes d'apprentissage automatique. Pour la validation croisée, nous sélectionnons un nombre k comme étant le nombre de sous-échantillons. Par exemple, si on regarde le schéma de cette diapositive, la sélection du k est ici de 4. Nous avons 4 sous-sections de données de formation et de validation, puis nous considérons également les données de test.
Dans cette image, les données de test représenteront l'ensemble de validation et sont représentées encadrées dans la boîte grise. Dans le premier cas, l'ensemble de validation est constitué des 5 premiers cas de données et le modèle est développé à partir du reste des données d'apprentissage. Il sera évalué par rapport à cet ensemble de validation en gris. Dans le second cas, l'ensemble de validation est maintenant le second ensemble de 5 points de données et le reste des données est utilisé dans le développement du modèle. Et ainsi de suite. Le processus est répété K fois. En général, on développe un modèle pour chacun des K ensembles de blocs, puis on doit calculer la moyenne des performances du modèle pour tous les ensembles. Nous pouvons utiliser des données pour déterminer si le modèle fonctionne bien et s'il est généralisable à d'autres ensembles. Essentiellement, on répond à la question « Que se passerait-il si certaines des données attribuées aléatoirement au premier sous-ensemble étaient en fait affectées au second sous-ensemble et utilisées comme validation au lieu de la formation ?» La valeur de K utilisée n'est pas une constante et varie selon la littérature consultée. En général, une valeur de 4 à 5 pour K est utilisée et permet de décrire assez bien la généralisation du modèle. Voyons quelques définitions fondamentales liées au réseau de neurones. Une époque est un passage en avant et en arrière de toutes les données d'apprentissage. La taille du lot est le nombre d'exemples d'entraînement pris en compte dans chaque passage avant et arrière. Le nombre d'itérations est le nombre de passes requis. Par exemple, si nous définissons une taille de lot de 500 pour un ensemble de données contenant 2000 exemples, il faudra 4 itérations pour avoir une époque, car il ne parcourt qu'un quart des données d'apprentissage à chaque passage itératif en avant et en arrière des données. La descente de gradient par lot considère que tous les échantillons sont utilisés pour créer un lot. Cela fonctionne relativement bien lorsque nous avons une erreur de forme lisse ou convexe. De cette manière, nous pouvons aller directement vers la solution optimale. Dans la descente de gradient par lot, nous utilisons les gradients moyens des exemples d'entraînement pour mettre à jour les paramètres du modèle. La descente de gradient stochastique calcule le gradient à l'aide d'un seul échantillon. Cette approche considérera un seul exemple à chaque étape et à une époque calculera le gradient de tous les points de données et l'utilisera pour mettre à jour les poids du modèle. Dans un gradient de mini-lot, nous considérons un nombre fixe d'exemples d'entraînement qui est supérieur à un cas unique mais inférieur au nombre d'exemples d'apprentissage. Voici un résumé du nombre de points de données considérés dans chaque format de modèle. Dans le modèle par lot, l'intégralité de l'ensemble d'apprentissage de données est utilisée pour pouvoir mettre à jour les pondérations du modèle. Dans la descente de gradient stochastique, un seul point est utilisé pour mettre à jour les poids à chaque itération. Cette opération est effectuée pour chaque point de l'ensemble de données d'entraînement. Dans la descente de gradient en mini-lot, la taille du lot est comprise entre 1 et la taille de l'ensemble d'apprentissage. Voyons ensemble un bref exemple de l'application des tailles de lot et des époques en modélisation. Nous avons un ensemble de données avec 200 échantillons. Nous allons choisir une taille de lot de 5 et une époque de 1000.
Cela signifie que nous avons 200 divisé par 5, soit 40 lots de données. Par conséquent, comme pour la descente de gradient par mini-lot, les poids du modèle seront mis à jour tous les 5 points de données. Une époque signifie un passage en avant et en arrière à travers toutes les données. Cela signifie que chaque époque aura 40 lots ou 40 mises à jour des 8 modèles. Donc, si nous sélectionnons sans époque, nous aurons 40 000 mises à jour des paramètres du modèle. Donc, rappelez-vous bien, une époque représente un passage de l'ensemble des données d'apprentissage dans la phase avant et arrière. Il faut utiliser plus d'une époque dans le développement d'un modèle car cela augmente la précision de nos prédictions. Nous devons parcourir le jeu de données complet plusieurs fois afin d'ajuster au mieux les poids des connexions et obtenir un bon résultat. La mise à jour des poids sur une seule époque ne convient donc pas. Le nombre d'époques pris en compte dans le développement du modèle affectera son ajustement. Avec un faible nombre d'époques, le modèle n'aura pas assez de temps pour ajuster les poids des connexions. Au fur et à mesure que nous augmentons le nombre d'époques, nous arrivons au modèle optimal. Les poids ont été le mieux ajustés pour arriver à un bon rendement et est généralisable. Cependant, si nous augmentons davantage le nombre d'époques, nous aurons un modèle qui peut devenir surajusté. Les poids seront tellement ajustés aux données d'apprentissage que le modèle perdra sa généralisation. Voici ce que les 3 cas de figure d'ajustement donnent en graphique. Dans le cas du surajustement, le modèle a été tellement formé qu'il tente de passer par chaque point de données et de capturer chaque variation des données. En cas de sous-ajustement, le modèle n'est pas suffisamment sophistiqué pour pouvoir représenter avec précision la complexité des données. En général, il n'est pas possible de savoir à l'avance le nombre optimal d'itérations dans le modèle. Afin de résoudre ce problème, on peut commencer par fixer une petite valeur d'itération et on augmente progressivement en utilisant le MSE comme mesure de performance. La règle d'apprentissage est la méthode utilisée par le modèle pour l'aider à apprendre les données et à ajuster ses poids de connexion. La fonction d'apprentissage a été identifiée comme l'un des paramètres les plus critiques qui influenceront les performances et la précision de la sortie du réseau neuronal. Il y a 3 fonctions de formation incluses dans le programme MATLAB. On a le Levenberg-Marquardt, la rétropropagation de régulation bayésienne et le gradient conjugué mis à l'échelle. Le Levenberg-Marquardt est un algorithme développé qui inclut une combinaison de la descente de gradient et des méthodes de Gauss-Newton. Grâce à ça, il peut alterner entre la taille de pas constante et la petite taille de pas du modèle de descente raide dans sa recherche des minima globaux qui représentent la solution optimale. La rétropropagation peut présenter une lente convergence dans certains cas sur la solution optimale, mais différentes versions de la rétropropagation ont tenté de résoudre ce problème. Si vous avez besoin d'aide pour comprendre certains termes, vous pouvez entrer Aide NNTrain dans la fenêtre de commande en bas de l'écran et vous appuyez ensuite sur Enter. Avec cela, vous obtiendrez cet écran d'aide.
En général, il sera très difficile de savoir quelle fonction d'entraînement sera la plus rapide pour notre analyse. De nombreux facteurs peuvent influencer le taux de convergence de la solution optimale et donc le temps d'exécution de l'algorithme. Pour que le modèle s'entraîne et ajuste ses poids de connexion, il doit considérer une fonction de performance. Comme nous l'avons vu dans le module sur le post-traitement, il existe de nombreuses mesures d'erreur qui peuvent être utilisées afin de comparer les performances des modèles. Vous pouvez taper Help NN Performance dans la fenêtre de commande afin d'obtenir une fenêtre avec une description complète de toutes les fonctions de performance qui peuvent être utilisées dans les réseaux neuronaux avec MATLAB. Voici ce que vous donne la fonction NN Performance dans la fenêtre de commande MATLAB. Cela vous donnera plus d'informations sur les différentes fonctions de performance disponibles. Voyons ensemble l'organigramme pour utiliser les réseaux de neurones. La première étape consiste à définir les paramètres d'entrée et de sortie. Nous en avons déjà parlé dans les modules précédents. C'est un élément fondamental à toute étude. Il faut utiliser son jugement professionnel et ses connaissances du domaine pour sélectionner les fonctionnalités ou paramètres d'entrée les plus importants. L'objectif est de relier ces paramètres d'entrée à la sortie. À ce stade, nous devons également décider si un pré-traitement tel que la normalisation des données est nécessaire. L'étape suivante consiste à diviser les données en ensembles d'entraînement et de tests. Comme dans les anciens modules, nous considérons généralement 70% pour la formation et 30% pour les tests. Nous pourrions vouloir appliquer la validation croisée à l'ensemble d'apprentissage. Dans ce cas, nous le diviserions en 15 sous-ensembles à utiliser pour le développement et la validation du modèle. Ensuite, il faut spécifier l'architecture du réseau de neurones. Nous devons définir le nombre de couches cachées, le nombre d'itérations, la fonction d'apprentissage et la fonction d'activation. Le poids et le biais du modèle sont initialisés aléatoirement à la première génération de la structure du modèle. En règle générale, commencez par les valeurs par défaut, puis utilisez une approche par essai et erreur pour sélectionner les meilleurs paramètres. Il est possible d'utiliser des algorithmes d'optimisation en conjonction avec la structure du réseau neuronal pour trouver une solution optimale. La prochaine étape est la formation et l'optimisation du réseau. Le réseau utilisera l'algorithme d'apprentissage spécifié pour l'aider à ajuster les poids de connexion et produire un meilleur résultat. Nous voulons évaluer la sortie prévue des modèles avec les résultats réels. Après la phase de formation de l'ANN, nous arrivons à une décision à prendre. Est-ce que le modèle a atteint l'objectif de performance qu'on lui avait fixé? Il faut exécuter à plusieurs reprises l'algorithme d'apprentissage tout en ajustant simultanément les valeurs des paramètres du modèle afin d'arriver à une combinaison qui peut le mieux prédire la sortie du modèle. Si la sortie prévue ne répond pas aux critères de performance qui a été établi, alors l'architecture du réseau neuronal doit être ajustée, puis le biais et les pondérations doivent être mis à jour. La formation du modèle s'effectuera donc à nouveau. Il s'agit d'un processus itératif qui doit se poursuivre jusqu'à ce que l'objectif de performance soit atteint. Le paramètre le plus important à modifier
et le nombre de couches masquées. Regardons maintenant un exemple de l'application des ANN dans l'environnement MATLAB. Vous devez d'abord télécharger les fichiers MLP du site web du cours et les enregistrer dans le même dossier. Vous devez vous assurer que la fenêtre du dossier actuel contient les fichiers MATLAB et Excel. Comme pour nos exemples précédents, le pré-traitement des données a déjà été effectué. En utilisant le code séparateur.m, les données ont été divisées en ensembles de formations et de tests à l'aide d'un échantillonnage aléatoire simple. Dans le fichier Excel, vous verrez qu'il y a 6 variables d'entrée et une variable de sortie. Les 2 premières feuilles ont l'entrée et la sortie pour les données d'apprentissage, tandis que la 3e et 4e feuille ont l'entrée et la sortie pour les données de. Le code lit l'entrée et la sortie de la formation et des tests. Vous pouvez voir ici, dans les cercles turquoises, la section du code qui charge le fichier Excel. Notez que la fonction intégrée XLSRead est utilisée. Le nom de fichier book3 est le premier argument et le numéro de feuille contenant l'entrée ou la sortie est le deuxième argument. Ceci est répété pour les 4 sous-ensembles. Comme nous le faisons précédemment, nous devons exécuter le code en appuyant sur la flèche verte de lecture le long du ruban supérieur du programme. Le programme vous invitera à modifier les paramètres requis pour l'exécution du modèle. Cela inclut le nombre de couches cachées, la fonction d'entraînement, le numéro d'itération et la fonction de performance. Le paramètre suivant que nous devons entrer dans le programme est la fonction de transfert. Comme nous l'avons vu, la fonction sigmoïde et ses dérivés est la fonction de transfert la plus utilisée. Voici ce que donne l'exécution du code. La fenêtre de commande est en bas de l'écran. Sur le côté droit se trouve la fenêtre de l'espace de travail qui contient les valeurs de toutes les variables utilisées dans le programme. Au milieu se trouvent les chiffres et les résultats du modèle. Ici, nous pouvons voir qu'il y a 3 fenêtres qui apparaissent. Il y a les diagrammes de corrélation d'apprentissage et de test qui démontrent une forte corrélation avec les données. Au centre de l'écran se trouve l'interface d'entraînement du réseau neuronal, qui est une fonction intégrée dans la boîte à outils de l'apprentissage en profondeur MATLAB. Sur cette diapositive, nous avons un exemple de l'outil de formation du réseau neurones intégré à la boîte MATLAB. En haut, on peut voir l'architecture du réseau définie, y compris le nombre d'entrées, de couches cachées et le nombre de sorties. La section Algorithmes nous donne les paramètres d'entrée que nous mettons dans le modèle, y compris la fonction de performance et la fonction de formation. La section Progression montre l'état de développement du modèle. Nous pouvons voir le nombre d'itérations, le temps d'exécution, ainsi que le résultat de la fonction de gradient et de performance. Enfin, nous avons les contrôles de validation qui sont effectués pour vérifier les performances par rapport aux critères de résiliation. La partie inférieure de l'outil de formation nous permet de voir quelques graphiques des données. Si vous cliquez sur Performance, cela nous donne un graphique de la valeur de la fonction de performance, en l'occurrence la MSE, sur le nombre d'époques. Sous la fenêtre Histogramme d'erreurs, nous pouvons voir la distribution des erreurs dans le développement du modèle. En utilisant le bouton Régression de l'outil d'entraînement, nous pouvons voir la fenêtre suivante. Nous avons ici les nuages de points de corrélation
pour les ensembles d'entraînement, de validation et de test, ainsi que les valeurs du coefficient de corrélation de Pearson. Comme vous pouvez le voir, MATLAB intègre bien la méthode des réseaux de neurones grâce à cet outil visuel bien pratique. Le bouton Ajuster ou Fit correspond à la cible et aux valeurs prédites pour un seul paramètre d'entrée. Il affichera l'erreur associée à la prédiction du modèle pour chaque observation de ce paramètre d'entrée. Il est important de savoir qu'une seule entrée est prise en compte pour chaque parcelle. Si nous voulons obtenir les résultats de notre modèle, afin d'effectuer un post-traitement par exemple, nous devons aller dans la fenêtre de l'espace de travail. Les Test Output sont les prédictions du modèle et les Test Target sont les données observées que le modèle essaie de prédire. Les Train Output sont les données d'entraînement et les Train Target sont les observations utilisées pour concevoir le modèle. À vous de tester le code pour prendre en main les réseaux de neurones avec MATLAB.